Alors, quel était le dispositif d'intervention qu'on a fait avec elle? Bien, elle est envoyée là, dans le cadre d'un contrat qu'on a avec une entreprise. Donc, elle a vu le médecin qui, du coup, nous l'a envoyée. On a fait un premier entretien avec elle pour savoir si elle souhaitait continuer. Et puis, elle s'est montrée très demandeuse. Et finalement, c'est quelqu'un que j'ai vu, 9 séances. Ça s'est étalé sur 6 mois. Comme il y a eu quelques questions sur la façon de fonctionner avec vos confrères avec lesquels on travaille, en fait, il y a parfois un échange qui va se faire par téléphone quand il y a besoin, ou par rapport à un patient, parce que les cas de burn-out, comme Claude a dit, ils sont souvent compliqués parce que les gens ne sont pas forcément demandeurs d'aller, comme ils veulent absolument montrer que ça va, ou qu'on essaye de te dire coûte que coûte, la façon de fonctionner pour les adresser à un de vos confrères est pas forcément si simple que ça. Donc en fait, là, il y a parfois un échange dessus, et puis ensuite où il y a un diagnostic qu'on va faire d'une seule séance pour voir si la personne est ou pas mobilisable. Dans le cas des professionnels de santé, par exemple, c'est compliqué parce que si vous détectez un confrère mais que lui ne veut absolument pas, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est compliqué. Donc voilà, il y a souvent un diagnostic d'une séance qui est lui-même opératoire, et ensuite on voit si la personne peut être prise en charge ou pas. Dès la première séance, la personne dit OK ou pas OK par rapport à la stratégie qu'on propose avec son médecin traitant ou avec le médecin du travail. Alors, le diagnostic qu'on peut faire et qu'on fait, évidemment, c'est une rechute imminente de burn-out. Là, elle est en danger, mais comme elle était fragilisée, elle était plus facilement mobilisable. Comment? Est-ce que c'est une rechute ou est-ce que c'est... Ou est-ce qu'elle a repris trop tôt? Ou est-ce qu'elle a repris trop tôt? Ou est-ce que, finalement, il y a quelque chose de thérapeutique qui n'a pas été encore efficace, vous voyez? Et en tout cas, elle est comme traumatisée de ce qui lui est arrivé. C'est comme quelqu'un qui a eu un accident, qui a encore plus peur que l'accident recommence. C'est ça qui se passe. Donc en fait, ça devient une avalanche finalement derrière. Ce qu'elle vit à son travail a été révélateur du problème de fond qu'elle avait antérieur à son travail. C'est évident qu'elle a des problèmes avant son travail et que ce qu'elle vit à son travail est révélateur des problèmes qu'elle a. Aussi, ça va effectivement, ça va s'alimenter. Alors, elle a un problème relationnel vis-à-vis d'elle-même et des autres. Elle redoute une terrible vérité. C'est « je suis bête ». Elle redoute en plus que les autres puissent s'en rendre compte. Et ça, elle l'avait avant. Ça, effectivement, elle l'avait avant. Avant la chute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, est allé au travail et il y a eu une difficulté, comme la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et elle ne pouvait... Comment? Je suis pas d'accord. Un burn-out ou des situations comme chez des gens très forts et très puissants peuvent vraiment les mettre à plat. Ça veut oui. dire qu'il y a forcément un problème avant. Enfin, en tout cas, là, dans ce cas-là, vous avez raison, oui. Le problème, on ne peut pas du tout déterminer comment elle était avant. Par contre, du moment où elle se trouve dans une situation un peu de débordement, elle peut se retrouver vraiment affaiblie. Le fait qu'elle revienne au boulot et en plus dans un poste subalterne, c'est-à-dire vraiment dans un poste sans intérêt, déjà, elle n'est pas du tout guérie. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Dans le cas de Delphine, il y a des témoignages qui font qu'elle avait des problèmes dans d'autres contextes, mais ça peut être que contextuel. Le burn-out, une des versions du burn-out, c'est de se sentir dévalorisé ou incapable de remplir sa mission. La remettre dans une mission subalterne, c'est peut-être un mauvais choix. Enfin, voilà, c'est pour ça que je pense que la reprise a été trop précoce. Même si ça révèle des problèmes antérieurs. Je veux dire, soit si on considère qu'il y a un burn-out, le choix de faire une reprise dans un poste inférieur, c'est la mettre en danger. Oui. La hiérarchie, je sais pas, elle a accepté la valorisation, aussi qu'elle a reconnu qu'elle n'était pas... Elle n'a pas accepté, c'est qu'elle a demandé ça, et l'entreprise a accepté. Accepté en voyant lui faire du bien. Exactement. Ça, il fallait la revaloriser. Elle n'a pas trouvé de revalorisation. Il fallait que ce soit temporaire et qu'après, on lui dise dans le poste. Vous savez ce qui se passe en général et de plus en plus quand les personnes tout d'un coup sont en arrêt de travail pour ce motif-là, le retour en fait
on leur demande, et on leur donne pas le choix, on leur dit vous ne pouvez plus faire votre travail, on va vous mettre sur un autre poste, ou alors on n'a pas de solution pour vous et on va devoir vous licencier. C'est ce qui se passe le plus régulièrement aujourd'hui. Ou alors elle est là. Mais elle voulait pas. Elle voulait reprendre le travail et elle voulait pas. Donc en fait, l'entreprise s'est montrée plutôt soutenante par rapport à sa demande, sauf qu'effectivement, comme vous le remarquez, eh bien, ça participe évidemment à son problème. Elle aurait pu reprendre son poste, mais à mi-poste. Mais dans tous les cas, il y a une certaine fragilité dans son cas. Il y a une certaine regard par rapport aux autres qui fait qu'elle est, quand bien même on trouve des solutions, on va pas. Vous voyez, il y a quelque chose que ça révèle quelque part. Dans ces cas-là, on considère que ça fait décompenser une pathologie qui était sous-jacente. Et elle est innate. Je veux dire, c'est pas ce qui s'est passé là en tout cas. Nous, elle est sortie d'affaire. On va se retrouver dans un. Mais vous voyez, on va la faire redescendre encore la ligne marche et puis de toute façon, ça va l'amener vers la sortie. Oui. Mais un cas comme cette personne, si on signe l'inaptitude, ces gens-là, quand on les voit, ça les terrorise et ils disent moi, si on me met une inaptitude, je me suicide direct. Ma vie n'a plus aucun sens. Ah oui. Ça dépend des personnes. personnes. Trop tôt, elle aurait dû aller vous voir 3 mois après son burn-out. Elle est venue, elle a attendu 6 mois pour faire une démarche sérieuse sur son burn-out. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'elle a fait pendant les 6 mois où elle était en arrêt de travail. C'est la seule chose qui est intéressante à savoir à mon avis. Et là, alors c'est pas l'arrêt de travail, on va à la maison, on fait une psychothérapie. Souvent, quand les gens tombent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont des loques, des légumes. Ils dorment tout le temps, ils pleurent tout le temps, ils culpabilisent. Hein, et en fait, ils ne se traînent. C'est vraiment les témoignages des gens qui font un burn-out. Hein. Ils disent que c'est le médecin, éventuellement le thérapeute, parce qu'ils ne vont pas tous en thérapie. Et c'est plutôt je dors, je pleure, et puis petit à petit, ils retrouvent un peu d'énergie. Il y a eu un traitement antidépresseur. Oui, elle a eu un traitement aussi antidépresseur. Dès le départ de son arrêt de travail ou seulement après quelques mois? Non, dès l'arrêt de travail, Séroplex, Xanax, comprimés pour dormir, enfin il y a eu toute la batterie de médicaments. On va passer à l'intervention. Alors, l'intervention. Donc elle était déprimée en plus. Elle n'était pas que burn-out. Non, mais burn-out et dépression, il y a quand même. Ça finit par faire mis sous antidépresseur et qu'on a considéré qu'il y avait une dépression avec ce burn-out. Il n'y avait pas qu'un burn-out. Il y avait peut-être une histoire particulière. Oui, mais c'est la plupart du temps, c'est le traitement, les traitements antidépresseurs. C'est pas obligatoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des médecins qui disent aux personnes, vous avez uniquement besoin de repos. Je vous donne je vous dis ce que j'ai entendu par exemple ce matin, un peu d'homéopathie. Là, pour l'instant, vous êtes au repos. Ah, on est trop début. Je propose qu'on passe à l'intervention pour voir comment on travaille sur cette problématique. Avec Delphine, la première chose, parce que nous sommes, en tant que spécialiste de Palo Alto, on s'intéresse aux perceptions, puisqu'on ne s'intéresse pas à la réalité en tant que telle, à une vérité en tant que telle. Et donc, l'idée de l'intervention, c'est de pouvoir assouplir la perception qu'a une personne de sa situation. Pour ça, on s'aide de communication persuasive, évocatrice, et en fait, il s'agissait de recadrer son problème, finalement, pour pouvoir la mobiliser afin de faire des choses différentes, et à 180 degrés d'ailleurs, de ce qu'elle avait l'habitude de faire. Donc, dans son cas, je lui dis que sa situation me fait penser aux enfants bulles qui naissent sans système immunitaire et que du coup on isole en milieu stérile et qu'on va inoculer de microbes pour que ce système immunitaire puisse se développer. Le fait de raconter cette histoire a pour effet pour elle de se sentir à la fois comprise, de se sentir pas jugée et de créer par l'évocation et non pas par la raison, de créer un petit optimisme, on pourrait dire thérapeutique. Parce que cette personne-là, elle se croit quand même globalement foutue et elle l'explicite très bien dans les mots. Elle va dire
J'ai l'espoir d'être capable, mais en fait, je ne crois pas tant que ça. Elle est désespérée, elle se sent en situation d'impuissance. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? On va lui dire, bah, écoutez, voilà, il va falloir agir et vous immuniser contre les réactions négatives de votre entourage. Et ça commence par des toutes petites choses où on va lui demander de se confronter au rejet des autres. Donc on va lui demander, d'abord on va lui présenter ça comme un diagnostic, pas comme une thérapie, parce que cette personne-là, dans son système de croyance, en fait elle est désespérée, elle ne peut pas penser qu'elle peut agir pour changer sa situation. Donc on va lui demander, on va dire, bon, avec vous il va falloir faire un diagnostic pour savoir à quel point finalement vous êtes défaillante et vous savez absolument pas, vous ne pouvez absolument pas, on pourrait dire, l'effet du rejet pour vous est absolument effroyable. Et donc on va lui dire, ben, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de montre, et puis vous allez lui demander l'heure, et puis la personne, eh bien, elle ne pourra que vous dire non. Donc ce que je vous demande, c'est d'observer comment la personne réagit, et puis d'observer l'effet de ce non sur vous. Parce qu'évidemment, si cette situation-là vous met, il faudra trouver quelque chose de beaucoup plus infime comme situation. Et puis après, je lui dis, si jamais ça n'est pas effrayant, la réaction, alors ça veut dire qu'il y a un peu de défense. Donc je vais vous demander par vous-même de monter des expériences, et elle va devoir faire des expériences, ce qui va couper, 1, son évitement, et 2, qui va commencer à faire établir une croyance alternative à celle très rigide qui est sous-jacente à son problème, qui est que dans le fond, elle pense qu'elle est minable. Voilà. Ensuite, très concrètement, là, elle est en situation de travail, et elle a honte du contact avec les autres. Donc, en fait, aussi, on va lui révéler que plus elle évite, plus ça participe à son problème, et qu'une peur que l'on évite se transforme en panique et en angoisse, alors qu'une peur que l'on affronte peut se transformer en courage. Donc toujours avec des images fortes qui se veulent évocatrices pour mobiliser l'action chez cette personne, mais d'une autre façon. Et comme elle a très peur et qu'elle vit les autres comme menaçants, puisqu'elle peut être démasquée dans cette terrible vérité à laquelle elle ne veut pas se confronter, eh bien, on va lui donner une arme pour mieux affronter ses collègues. Parce que vous voyez, ses collègues, au mieux, elle arrive à se raisonner en disant il y en a certains qui sont bienveillants, mais fondamentalement, émotionnellement, elle les vit comme des adversaires, comme des gens très menaçants. Et donc là, on va lui donner un outil de communication qui va consister à s'entraîner, à remercier l'attention bienveillante qu'elle vit comme une menace. Donc on va lui dire très concrètement, voilà, quand vous allez rencontrer une collègue, vous allez la neutraliser, parce que vous savez que, je pense que c'est Nietzsche, mais il n'y a pas que Nietzsche qui a dit ça, la meilleure façon de faire face à l'adversaire, c'est de le mettre à l'aise. Donc surtout, vous allez qualifier cette attention bienveillante qu'elle vit comme condescendante, comme méchante, vous allez la retourner à l'envoyeur, c'est-à-dire vous allez remercier de cette attention, et puis ensuite, vous verrez l'effet que ça aura. Éventuellement, vous direz ce que vous voulez, mais ce sera votre arme à vous. Ça s'inspire du mythe de Persée. C'est, vous savez, le mythe de Persée qui a réussi à tuer la méduse, qui avait le pouvoir de rigidifier tout le monde avec son bouclier, et elle s'est retrouvée face à la méduse, qui s'est retrouvée face à son propre reflet, et capote. Et donc là, comme elle se sent armée, elle va oser. Et évidemment, elle va découvrir que les gens sont dans l'ensemble bienveillants, et évidemment, en faisant ces expériences-là, elle va avoir confiance. Donc les effets obtenus, au fur et à mesure, c'est de retrouver une confiance en elle. Elle est plus à l'aise dans son travail, elle noue plus de relations, elle ose dire ce qu'elle pense, et ça se fait au fur et à mesure. Elle dit être moins préoccupée par ce que les autres pensent d'elle, et donc très concrètement c'est le mail, c'est des gros soulagements pour elle.
Et puis elle dit, là j'arrive à être vraiment dans le travail. Elle est moins parasitée par ses préoccupations. Je peux enfin être naturelle. Ça va être son témoignage. Et là, on cherche à consolider tout ça. Et on cherche à voir s'il y a d'autres difficultés qui apparaissent. Et on cherche à ce qu'elle retrouve comme ressources, ça puisse se généraliser dans tous les contextes où c'est problématique. Et vous avez raison, quelquefois, si c'est problématique uniquement dans un seul contexte, ça peut être que le contexte du travail. Juste une petite question, peut-être d'expliquer combien il y a de séances et comment ça se déroule, peut-être comme c'est des questions que j'avais entendues. Là, avec elle, on a fait 8 séances. Il y avait plusieurs logiques qui étaient en cause, très rigidifiées. Dans ce genre de cas, en général, on voit autour de 10 séances quelqu'un. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 1 an et demi. En fait, on va espacer les séances dès lors que la personne retrouve de l'autonomie et on cherche à ce que dans l'espacement des séances, la vie puisse opérer, en fait, et que des nouveaux aléas puissent se rencontrer et du coup qu'on voit, voilà, comment on pourrait dire comme un kiné, vous voyez, avec ou un orthopédiste qui va surveiller ensuite le rétablissement de son patient après une opération.